Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Point de presse de la coopérative des agriculteurs du Mali dénonce l'importation frauduleuse de la viande de volaille au Mali. Tel est l'objectif de cette rencontre avec les journalistes. La conférence a eu lieu ce mardi à la Maison de la Presse. Reportage Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. La tenue de cette conférence a pour objet d'informer l'opinion nationale sur l'épidémie de maladies liées à l'importation des viandes de volaille qui défraie la chronique vétérinaire internationale, dont la menace plane sur la filière avicole malienne. 80% de la population rurale, l'élevage occupe une place de choix dans l'économie du Mali. Cet élevage constitue pour les communautés rurales une source alimentaire et de revenus. Sa contribution au PIB a été de 10% et a constitué le troisième produit d'exportation du Mali après l'or et le coton. Au Mali, comme dans la plupart des pays en développement de l'Afrique subsaharienne, les sources en protéines animales de qualité restent encore insuffisantes et constitue de ce fait un obstacle à la lutte contre la malnutrition, l'évolution des productions animales. Cependant, les espèces à cycle court, par exemple l'élevage des volailles, reste un véritable moyen pour corriger cette insuffisance en protéines de qualité. Selon les responsables, les mesures réglementaires ne semblent pas en mesure d'arrêter l'importation de la viande fraîche de volaille, car celle-ci pénètre sur notre territoire en grande quantité et serait appréciée par les consommateurs car moins chère que le poulet local. Bon nombre de nos compatriotes la consomment sans se douter du danger pour leur santé. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a constaté que malgré les arrêtés pour interdire l'importation de poulet et de chair au Mali, il y a des commerçants qui continuent toujours à les faire. Ce qui joue beaucoup sur les agriculteurs maliens, parce qu'on a constaté depuis un certain temps une certaine dégradation au niveau de l'élevage de poulets de chair. Parce que les agriculteurs disent toujours que quand tu produis du poulet de chair, tu n'as pas de débouché après, c'est-à-dire que tu ne peux pas revendre parce que le coût ne te permet pas de revendre au prix de poulet importé. Parce que les poulets importés sont vendus entre 1000 et 1250 francs les kilos, alors que l'aliment produit sur place, les kilos varient entre 2000 et 2500. La viande de poulet importée représente bel et bien des risques, assure le président de la CAMA, M. Chekna Laba-Saïdera. Selon lui, cette viande importée peut provenir d'une zone contaminée. Avec le cheptel estimé à 38 587 450 sujets en 2005, la production de l'élevage a été estimée à 5 658 215 tonnes. L'agriculture moderne est en plein essor grâce aux efforts des professionnels dans la maîtrise de conduite de l'élevage, des pathologies et de l'alimentation. Malgré ces efforts, cette progression de l'agriculture moderne fait face à une contrainte majeure qui est l'importation frauduleuse de la viande de volaille. L'importation de la viande de volaille, selon le conférencier, envahit le marché et provoque la mévente des poulets locaux. Cette situation est de nature à mettre en danger la filière avicole qui s'est beaucoup développée dans notre pays grâce aux investissements réalisés par de nombreux concitoyens, surtout dans les zones périurbaines. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite vient d'être créé. Il vise à lutter efficacement contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays. La création de cette nouvelle entité est perçue de façon diverse par les Maliens. Nous vous proposons quelques réactions. La création de l'Office contre l'enrichissement illicite, moi je trouve que c'est une bonne chose d'une manière. Et un contrôle de trop, d'autre part, parce que quand on essaie de voir, il y a le bureau du vérificateur général, il y a le procureur de la République, tout ceci joue à peu près le même rôle
Bon, un autre bureau qui vient s'ajouter, je ne sais pas, il s'agit de voir maintenant quelle serait à leur niveau, quelle serait leur mission, quelle mission le président de la République va lui confier, qui ne serait pas la même mission et pour le bureau du vérificateur et pour le procureur de la République. Bon, comme beaucoup de Maliens, comme tous les Maliens, je pense d'abord que c'est une bonne chose si cette nouvelle structure, donc, qui est l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, peut faire ce travail de lutter contre l'enrichissement illicite, qui est une réalité au Mali, c'est une bonne chose. Par contre, il faudra que la structure ait les mains libres pour pouvoir faire ce travail-là. Et je connais certains des membres qui ont été nommés à la tête de cette structure. Ce sont des personnes intègres dont je connais les qualités et je pense que si on les laisse faire tranquillement leur travail, ils pourront bien faire le travail. Oui, c'est vrai, j'ai suivi avec attention la mise en place de cet office. Mais en réalité, moi, comme de mon intime conviction, je pense que je ne vois pas un peu l'intérêt de la création de cet office, du moment où on a assez de mécanismes de contrôle qui doivent pouvoir empêcher l'enrichissement illicite. Il y a le bureau du vérificateur général, il y a la CASCA, qui sont comme des structures de contrôle, des structures comme étatiques, c'est vrai. Maintenant, pour ce qui est comme de l'enrichissement illicite, moi je pense que la création comme d'un office, je ne vois pas un peu beaucoup comme ce que ça pourrait apporter de nouveau, ou ce que ça pourrait apporter comme de pertinent qui puisse empêcher comme l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, du jour au lendemain, vous avez comme ce sont les hommes politiques, ce sont des opérateurs économiques comme qui s'enrichissent comme du jour au lendemain. Je pense que c'est une bonne chose si ça permet effectivement de lutter contre l'enrichissement illicite comme c'est intitulé mais je pense qu'il ne faut pas créer les organes pour les créer. Il faut leur donner le moyen, tous les moyens de leur politique pour aller jusqu'au bout, pour traquer d'éventuelles personnes qui versent dans l'enrichissement illicite, parce qu'on a vu que un tel organe a été créé au Sénégal voisin, ça a porté ses fruits, mais ça n'a pas été exempt de critiques politiques, parce qu'on se rappelle le fils de l'ancien président Karim Wade qui a été traqué par l'organe qui a été créé au Sénégal. Les gens ont crié au scandale, les gens ont crié à la cabale politique. Donc il ne faut pas que ce soit des instruments politiques, mais des instruments techniques qui luttent sur la base de critères, sur la base de moyens objectifs et incontestables, qui luttent contre effectivement ces questions d'enrichissement illicite dans nos pays qui ont pris de l'ampleur ces dernières années. L'arrivée de l'office est une bonne chose, d'une part. Je me souviens que cet office en question avait été annoncé par le conseiller politique du président de la République, notamment Mamadou Sangaré Di Blaise, le Morotigui, lors d'un débat économique. Le président Ibeka, lorsqu'il est arrivé aux affaires, il avait dit que la première année serait une année contre la corruption. Parce que bien avant lui, au temps de son prédécesseur, la corruption a pris une certaine ampleur. Donc cette volonté politique se manifeste avec la création de cet office. J'ai bien dit d'une part, mais d'autre part, quelles seront réellement les attributions? Parce qu'on le sait, on a par exemple le VEGAL, qui lui a été créé par le régime précédent, le vérificateur général, qui émet des rapports. C'est vrai que qui ne peut pas poursuivre, mais qui émet des rapports qui sont là, des dossiers de corruption, des scandales financiers, qui jusque-là n'ont pas encore eu de suite. Mon inquiétude, c'est que est-ce que ce n'est pas des offices de plus? Parce que, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui au Mali, il y a eu beaucoup de structures de création pour lutter contre la corruption. Surtout cette fois-ci, on peut même dénoncer si quelqu'un construit des belles maisons, des belles voitures et que ses revenus n'arrivent pas à suffire, on peut dénoncer ça à travers ces structures-là et ils peuvent faire des enquêtes. Et cette fois-ci, au lieu que l'État arrive donc à te dire que tu as volé, c'est à toi de justifier comment tu as acheté avec tes revenus la belle voiture, les maisons. Mais je dis, moi, je pense que c'est pour faire amuser la galère. Et pourquoi je l'ai dit en toute honnêteté? Parce que on a beaucoup de structures au niveau juridique.
plus aujourd'hui le vérificateur, mais plus beaucoup d'autres structures, mais nous n'avons pas la solution. Mais pour moi, aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, c'est la volonté politique. La fin de la crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas semble loin. Là, le pouvoir turc a annoncé lundi que les relations bilatérales ont été suspendues entre les deux pays. Ousmane Sougouri. La Turquie a annoncé lundi 13 mars une série de mesures de rétorsion visant les Pays-Bas en raison de la crise diplomatique qui oppose les deux pays après l'interdiction faite à des ministres turcs de participer à des rassemblements pro-Erdogan sur le territoire néerlandais. À ce titre, Ankara a décidé de suspendre les rencontres bilatérales au niveau des ministres et des hauts dirigeants. Et l'ambassadeur néerlandais à Ankara, qui se trouve pour sa part à l'étranger, est déclaré persona non grata. Il a été décidé que jusqu'à ce que les conditions que nous avons posées soient remplies, l'ambassadeur néerlandais ne sera pas autorisé à revenir, a déclaré le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus après une réunion du Conseil des ministres. La Turquie a interdit aux vols diplomatiques d'officiels néerlandais de se poser sur son territoire ou même d'emprunter son espace aérien. Cette mesure ne concerne pas les vols commerciaux et donc les citoyens néerlandais qui devraient se rendre en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan, pour sa part, s'en prend à la chancelière allemande. Angela Merkel est accusée de soutenir les terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK et les putschistes du coup d'État raté de juillet. Moussa Fomba nous fait le point du reste de l'actualité hors de nos frontières. Hama Amadou vient d'écoper d'1 an ferme de prison pour son rôle dans le trafic de bébés en provenance du Nigeria. À l'ouverture du procès à Niamey, les avocats de la défense avaient suspendu leur participation. Ils mettaient en cause la procédure de citation de l'opposant Hama Amadou, principal accusé dans cette affaire. Pour la défense, ceci n'est qu'une parodie de justice qui a pour seule intention de condamner le principal opposant au président Mahamadou Issoufou afin de le rendre inéligible pour les élections prochaines prévues en 2021. Alors que les avocats ont déserté la salle d'audience, les prévenus ont refusé de s'exprimer. Ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, Hama Amadou a été candidat à l'élection présidentielle de 2016 malgré son incarcération dans une prison de Niamey en novembre 2015. Il a été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 depuis son lieu de détention pour la France. La justice égyptienne vient d'autoriser la relâche de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, condamné en 2012 à la prison à perpétuité. La Cour de cassation confirme donc l'abandon des charges. D'après son avocat, l'ancien président pourra rentrer chez lui lorsque les docteurs diront qu'il peut sortir, précisant qu'il pourrait regagner sa maison demain ou après-demain. Accusé d'avoir incité au meurtre de manifestants pendant la révolte de 2011 qui a conduit à sa chute et au cours de laquelle quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police, Hosni Moubarak est resté depuis son arrestation dans un hôpital militaire en résidence à surveiller du fait de son état de santé. En juin 2012, il avait été condamné à la prison à vie avant qu'un tribunal de l'innocente en 2014. Le parquet avait alors introduit un recours devant la Cour de cassation. Le 2 mars, la Cour de cassation avait finalement confirmé l'abandon des charges. Âgé de 87 ans, Hosni Moubarak a régné 30 ans sur l'Égypte avant de se faire renverser par la révolution qui a soufflé sur une bonne partie du Maghreb. Le président gambien Adama Barrow effectue une visite officielle en France puis en Europe. Il arrive ce mardi 14 mars à 9h et passe 48 heures en France. Une visite pour parler de coopération économique. Ce mardi, le président gambien doit s'entretenir avec le ministre de l'économie et du budget, le directeur de l'Agence française de développement ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Adama Barrow va s'entretenir avec François Hollande qui se félicitait dans une lettre de l'ouverture d'une ère nouvelle. Le président gambien vient à Paris mais aussi à Bruxelles où il va rencontrer plusieurs dirigeants pour relancer la coopération économique avec les pays occidentaux. Ensuite, à Bruxelles, le président gambien devrait avoir une confirmation officielle du soutien de l'Union européenne.
Après 2 mois, loin des affaires de son pays, le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, reprend ses activités. Dans une lettre notifiée à l'Assemblée nationale, le président informe qu'il a repris ses fonctions ce lundi. À son arrivée au Nigeria vendredi, Muhammadu Buhari avait précisé qu'il laisserait son vice-président Yemi Osinbajo poursuivre l'intérim pour qu'il continue de se reposer. Muhammadu Buhari avait quitté le Nigeria le 19 janvier pour ses vacances, mais une fois à Londres, ses médecins lui avaient conseillé d'étendre ses congés pour des examens médicaux. Il y passera finalement 2 mois durant lesquels rumeurs, inquiétudes et incertitudes s'étaient entremêlées au Nigeria avant son retour vendredi dernier. Le lundi 13 mars a été célébrée la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Cette maladie de l'utérus qui touche une femme sur 10 est encore peu connue. Tata Touré nous en dit plus sur la maladie. L'endométriose se caractérise par la formation en dehors de l'utérus de tissus formés de cellules endométriales. Ainsi, de l'endomètre se met à se former ailleurs dans le corps. Un tissu endométrial, peu importe où il se trouve dans le corps, et réagit aux fluctuations hormonales du cycle menstruel. Ainsi, tout comme la muqueuse utérine, il se forme puis saigne chaque mois. Cependant, lorsque ces tissus se situent à l'extérieur de l'utérus, comme c'est le cas chez les femmes atteintes d'endométriose, les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps. Le sang et les cellules endométriales qui se détachent peuvent irriter les organes avoisinants et les péritoines. Cela peut aussi entraîner la formation de kystes, de tissus cicatriciels, ainsi que l'adhérence qui relie les organes entre eux et cause des douleurs. Ces troubles gynécologiques figurent parmi les plus fréquents. De 5% à 10% des femmes en âge de procréer en sont atteintes. L'endométriose est habituellement découverte vers l'âge de 25 ans à 40 ans en raison de douleurs anormales intenses dans le bas-ventre ou d'un problème d'infertilité. En effet, de 30% à 40% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. L'endométriose ne s'accompagne d'aucune douleur et n'a pas impact sur la fertilité. Elle est alors décelée par hasard, par exemple au moment d'une intervention par laparoscopie dans l'abdomen. Actuellement, personne ne peut expliquer pourquoi certaines femmes sont atteintes d'endométriose. Il est possible qu'un mauvais fonctionnement du système immunitaire et que certains facteurs génétiques soient en cause. L'hypothèse la plus admise fait intervenir la notion de flux rétrograde durant les menstruations. Le sang et les couches superficielles de l'endomètre sont normalement expulsés vers l'extérieur par des contractions musculaires. À l'occasion, il se peut que le flux sanguin s'inverse et que le sang contenant des cellules endométriales soit dirigé vers la cavité pelvienne en passant par les trompes de Fallope. Ces reflux se produiraient occasionnellement chez la plupart des femmes, mais il ne serait accompagné d'un arrachement des cellules endométriales que chez certaines d'entre elles. Selon une autre hypothèse, le tissu endométrial pourrait migrer lors de l'utérus par la lymphe ou par le sang. Enfin, il se peut aussi que certaines cellules normalement situées à l'extérieur de l'utérus se transforment en cellules endométriales sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Les degrés de gravité de l'endométriose varient. Ces troubles tendent généralement à s'aggraver avec le temps s'il n'est pas traité. En revanche, 2 situations ont pour effet de réduire ces symptômes. La ménopause, qui assure le plus souvent un soulagement définitif, et la grossesse, qui les soulage temporairement. Le principal risque associé à l'endométriose est l'infertilité. Environ une femme sur 3 ayant du mal à devenir enceinte souffre d'endométriose. D'ailleurs, le diagnostic d'endométriose est souvent fait lors de tests exploratoires par laparoscopie menée en raison de problèmes d'infertilité. Les adhérences du tissu endométrial peuvent diminuer la fertilité en empêchant la libération de l'ovule ou en entravant son passage vers l'utérus par les trompes de Fallope. On observe tout de même que 90% des femmes qui ont une endométriose légère ou modérée réussissent à devenir enceintes à l'intérieur d'une période de 5 ans. Cependant, plus le temps passe, plus la fertilité risque d'être compromise. Aussi, mieux vaut ne pas retarder une grossesse désirée. Les symptômes, lorsqu'il y en a, varient considérablement en intensité d'une femme à l'autre. Pour la prévention, les chercheurs s'intéressent à l'effet de l'exercice physique et de l'alimentation sur le risque d'endométriose. Il s'agit d'hypothèses encore à l'étude. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.